Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré aux services médicaux innovants qui ont été développés par International SOS durant la crise du Covid-19. Avant toute chose, une petite précision technique. Si vous avez une difficulté de son, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet audio du menu déroulant situé en haut et à droite de votre écran pour choisir le volume et le moyen de votre écoute. De la même façon, vous pouvez cliquer sur l'onglet chat en bas de ce même menu pour poser des questions durant le webinaire. Là encore, n'hésitez pas, nous gardons évidemment un temps en finale pour les questions-réponses. Entrons dans le vif du sujet. Je vais avoir l'honneur et le plaisir pour dérouler ce webinaire, d'une part, d'interviewer le docteur Pierre Galzeau, directeur général d'AEMC, et au cours de son intervention, de céder également la parole quelques minutes à François Grisoni, de la société OnePoint. Cette société a pour raison d'être d'accompagner les entreprises dans leur transformation humaine et digitale. Et François a personnellement participé à la construction d'une app très intéressante pour aider le retour sur site des salariés, appelée COPAS, qu'il nous présentera dans quelques instants. Docteur Galzeau, commençons par vous, si vous voulez bien, et permettez-moi de vous présenter en quelques mots. Après une première expérience africaine, vous avez très vite rejoint la communauté de l'assistance médicale internationale pour y développer des solutions de soutien médical aux entreprises opérant sur des sites isolés. En 1996, vous avez fondé EMC, Emergency Medical Center, devenu entre-temps AEMC, une filiale du groupe international SOS. À votre actif, de très nombreuses réalisations dans le monde entier, en Algérie, au Nigeria, en Angola, en Libye, en Russie, en Ukraine, etc., etc. J'ajoute que vous êtes membre du Conseil européen de réanimation, de la Société française de médecine d'urgence et de la Société française de médecine des catastrophes. Avant de vous donner la parole, je voudrais repositionner les différentes entités à l'aide d'une seule diapositive. L'activité du groupe international SOS s'organise essentiellement autour de deux branches, l'assistance et les services médicaux. L'assistance consiste à porter de l'aide ou du secours aux salariés dès lors que leur santé et ou leur sécurité sont menacées ou mises en péril. Cette assistance est pilotée, gérée, délivrée depuis 26 centres répartis dans le monde entier et fonctionnant 24 heures sur 24. Les services médicaux, eux, consistent à accompagner les entreprises là où les structures médicales locales sont limitées ou inexistantes, en tous les cas en dessous des standards de qualité et de soins qu'elles exigent aujourd'hui pour leurs collaborateurs et leurs familles. C'est une branche essentielle de notre activité et pour les grands clients français, c'est notre filiale AEMC, basée à Rueil, qui parle à leur direction médicale, à leur HSE, à leur chef de projet, pour les aider à qualifier leurs besoins et à leur proposer des services sur mesure. Je laisserai le soin au Dr Galzeau d'aller plus loin, mais je voudrais juste souligner d'un mot en introduction la grande complémentarité d'ensemble entre ces deux branches d'activité, entre les spécialistes qui sont déployés sur le terrain dans le cadre de ces services médicaux et qui peuvent assurer une médecine de l'avant, comme disent les militaires, et ceux qui, au sein de la branche assistance, disposent de moyens et de savoir-faire puissants, prendre le relais et évacuer, si nécessaire, les patients vers des centres d'excellence médicale. Évacuation, bien sûr, que la pandémie a rendu complexe, parfois très complexe, mais pas insurmontable, toutefois, puisque nous avons conduit plus de 450 évacuations par avion-ambulance pendant la crise, dont 150 au profit de patients Covid. Dernier propos liminaire, pourquoi parler de la France aujourd'hui chez International SOS, alors que nous sommes traditionnellement plutôt orientés vers l'international? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir sur cette carte, elle a été cotée à un niveau médium par nos propres experts dans leur évaluation de l'impact du Covid sur l'activité des entreprises sur son sol. C'est le fruit d'un travail très approfondi, basé sur un grand nombre de critères et de sous-critères, mis à jour quotidiennement pour tous les pays du monde et qui sont disponibles sur notre site. C'est donc à ce titre qu'International SOS vous invite aujourd'hui à participer à ce webinaire. Docteur, je me tourne maintenant vers vous. Pourriez-vous nous décrire plus précisément
quels sont les services délivrés par AEMC. Merci Christophe et bonjour à tous. Bien, comme cela a été dit, AEMC est une branche du groupe, une filiale du groupe international SOS, qui est en charge de la partie amont du support médical aux entreprises et principalement pour leurs opérations extérieures. Nous intervenons donc au cœur des opérations industrielles de nos projets, au cœur des aux mécanismes de réponse d'urgence et de plans plans préparatoires pour faire face, le cas échéant, à toute urgence, incident, voire même crise. Donc AEMC est une entreprise qui regroupe environ 150 collaborateurs qui sont déployés sur une vingtaine de pays pour le moment. Nous intervenons donc sur la partie, encore une fois, sur la partie préparatoire en amont de l'assistance rapatriement sanitaire international. Comme le disait Christophe, nous sommes l'échelon primaire sur le terrain. Nous avons pour cela des équipes qui interviennent, bien entendu, mais surtout, nous travaillons dans le cadre d'une coopération avec la grande direction, les directions HSE et nos partenaires hygiène et sécurité sur le terrain, dans une logique de planification. Avant l'intervention, il y a évidemment la phase préparatoire qui est la planification. Et cette notion de planification est extrêmement importante puisque à chaque étape de la conduite de projet de nos clients ou à chaque étape de la conduite d'une opération, nous venons intégrer un échelon de réponse médicale. Et ce, depuis la phase très amont des études conceptuelles, par exemple, jusqu'aux phases d'ingénierie, de construction, de déploiement important sur le terrain, ensuite passage en opération, et enfin jusqu'à l'abandon des installations. Et c'est ce mécanisme de co-ingénierie qui est un petit peu notre marque de fabrication. Merci docteur pour ces précisions. Je crois qu'on a un petit problème de son, donc j'invite les participants peut-être à désactiver leur webcam pour épargner de la bande passante. Merci. Donc merci beaucoup docteur pour ces précisions. Parlons maintenant un petit peu de la crise, compte tenu de son impact considérable et délétère, pour tout dire, sur les entreprises et leur continuité d'activité. Vers quel type de service nouveau la crise du Covid a-t-elle poussé AEMC? Eh bien, nous sommes. Je parlais tout à l'heure de planification, ce qui est extrêmement important, et la crise du Covid nous met face aux exigences de continuité d'activité de nos partenaires et des différentes entreprises. Donc, ces plans de continuité d'activité sont encore une fois font partie du plan global de gestion des risques, bien entendu, et regroupent toutes les les contraintes de retour sur le milieu de travail et à terme, très rapidement, espérons-le, retour à une situation normale. Voilà. Encore une fois, nous disposons, nous, de l'organisation et des ressources qui permet, à la demande des RH, de nos partenaires et des employeurs, et également des services de santé au travail avec lesquels nous avons des relations collégiales, bien entendu. Nous venons certainement pas nous substituer à leurs interventions, mais nous venons en complément avec la possibilité de déployer, d'envoyer sur le terrain et d'intégrer aux équipes multidisciplinaires de santé au travail des professionnels, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient infirmiers. Voilà, ce sont et il nous suffit simplement de transposer nos capacités
et notre retour d'expérience acquis à l'international. Dans des pays où des environnements, justement, où ce type de ressources est extrêmement rare, il arrive que nous intervenions dans des pays où il n'y a pas de ressources en matière de santé au travail, donc nous substituons à ces, à ces organisations qui n'existent pas, ce qui fait que petit à petit, nous avons intégré nous-mêmes ce type de compétences. Nous avons même développé des outils de formation et de familiarisation de nos équipes à toutes ces problématiques de santé au travail. Voilà. Et par ailleurs, je parlais tout à l'heure d'ingénierie, de pro-ingénierie santé et médicale et HSE. Nos équipes sur le terrain sont confrontées en permanence, sont en lien permanent au contact des responsables hygiène et sécurité sur des opérations industrielles. Un petit rappel, nous travaillons essentiellement dans le domaine des grands projets miniers, pétroliers, des sites miniers, des grands chantiers d'infrastructure et du nucléaire également. Voilà. Mais également partout où, je dirais, la compétence préhospitalière est importante et requise et critique. Je vous donne d'emblée 2 exemples d'intervention, ou un qui est très significatif pour nous et qui nous tient à cœur dans le domaine du nucléaire, puisque nous avons été le seul opérateur médical international à être accrédité, homologué, pour intervenir en permanence dans la zone de restriction du site de Tchernobyl, par exemple, en environnement radiocontaminé ouvert. Il a fallu donc que nous développions des protocoles et des procédures adaptés à ce type d'environnement. Nous avons construit une véritable capacité dans ce domaine. On est venu à nous pour des problématiques particulières, superposables ou connexes, permettre à des équipes de retourner sur les sites sinistrés de Fukushima, par exemple. Ça a été, voilà, c'est une chose qui est importante. Et là, on comprend cette notion d'intégration de nos capacités à celle du client. L'exemple ukrainien est important dans la mesure où il n'est pas question d'aller plaquer nos propres méthodes d'intervention, nos modalités opératoires sur des schémas déjà existants. Il y a un cadre normatif local et il y a également les exigences de l'opérateur, et il a fallu fondre nos propres procédures, nos propres protocoles au sein d'un master plan, d'un plan général d'intervention. Voilà, je pense que ça illustre bien ce type d'approche, et c'est ce que je rappellerai dans les quelques exemples que je vous proposerai à la suite dans la suite de cette présentation. On comprend bien dans vos propos, docteur, que AEMC accompagne et aide bien sûr les entreprises, mais que finalement c'est au bénéfice des salariés eux-mêmes. Alors concrètement, très concrètement aujourd'hui, et spécifiquement dans le cadre de la crise du Covid, que proposez-vous aujourd'hui pour les rassurer et favoriser le retour sur leur site de travail? Eh bien, il y a différentes évidemment familles de salariés. Il y a les collaborateurs qui restent dans l'Hexagone, bien entendu, mais il y a également ceux qui rejoignent les sites lointains, les opérations lointaines de nos clients, parfois en zone isolée. Ce sont les voyageurs, voilà. Eh bien, nous intervenons dans le cadre encore une fois, actuellement dans le cadre de ces plans de continuité d'activité, en proposant en amont le co-développement ou une participation dans le développement de protocoles de retour au travail. Nous pouvons déléguer des médecins et spécialistes et experts qui peuvent offrir la possibilité d'une revue par un tiers, une revue externe des protocoles installés. Ensuite, une fois que ces protocoles sont clairement établis, nous pouvons nous déplacer sur le terrain et vérifier la mise en application des dispositions, les dispositions réglementaires et celles qui sont prescrites par l'employeur lui-même.
Alors, ça se traduit par une présence médicale sur site qui est rassurante. Encore une fois, nous pouvons venir en appui des services santé au travail et de nos collègues en déléguant médecins et infirmiers qui seront là pour à la fois assurer la permanence des soins, couvrir le bon déroulement des mesures d'urgence, et puis également prendre à leur compte comment dire, une partie de la communication avec les employés sous forme d'astreinte et d'astreinte téléphonique en dehors des heures de travail. Voilà, je crois que c'est cette présence sur le terrain et ce dialogue permanent par des professionnels qui sont encore une fois rompus à la prise en charge de situations dans des environnements internationaux, parfois environnements complexes, dans situations qui sont un petit peu instables ou évolutives. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence qui existe entre une entreprise telle que la nôtre, qui est une véritable entreprise d'assistance, AEMC est une organisation d'assistance, et certains de nos collègues qui interviennent plutôt sur des modes de délégation de professionnels, sur un mode intérim ou manpower. C'est que nous sommes dotés d'une véritable direction médicale et d'une véritable organisation support métier. Ce qui fait que ce qui nous différencie, c'est que nos équipes sur le terrain, nos professionnels sont en permanence soutenus et alimentés en bonne pratique, en protocole, et il y a ce dialogue permanent entre notre direction médicale, nos équipes et nos mandants. Les employeurs, il y a ce dialogue permanent pour ajuster encore une fois les modalités de nos interventions et les termes de référence de la mission de nos délégués. Voilà, cette notion de support métier et d'organisation médicale extrêmement structurée, c'est ce qui nous différencie principalement d'autres acteurs qui se limitent à la mise à disposition de personnel. Très bien. Fort de votre présence à l'international, Dr Galzo, voyez-vous des défis nouveaux ou spécifiques que les entreprises françaises devraient essayer de favoriser pour le retour à l'international? Et en particulier, et ça fera d'ailleurs ainsi le lien avec la présentation de François Grisoni, en matière d'outils digitaux. Oui, donc nos interventions, il y a donc la partie physique qui est visible, qui est la délégation des équipes, l'armement d'antennes médicales d'urgence sur les sites pétroliers, miniers, industriels. Il y a cette partie. Il y a en amont, comme je l'avais dit, la préparation et notre intégration mécanisme de réponse aux urgences, aux incidents et aux crises. Nous sommes, si vous voulez, un petit peu la partie santé du plan Orsec qui est développé sur l'emprise des entreprises. Mais nous avons été largement sollicités dans le cadre de la pandémie par certains de nos grands clients et mandants. Je vais vous donner un exemple qui est celui, par exemple, de l'Angola à Luanda, où il a fallu, en l'espace de 2 mois, pour la communauté des grands opérateurs pétroliers internationaux qui ne souhaitaient pas peser sur le système de soins local, et ils ont voulu développer une structure autonome de prise en charge d'unité Covid-19 avec une partie hospitalisation et une partie, régulation médicale. Ça se traduit par la construction d'une structure capable d'héberger une trentaine de lits de patients, avec de la réanimation, avec du triage, avec de l'hospitalisation, mais surtout en amont, des outils de régulation et de contrôle de l'accès à ces capacités qui sont somme toute limitées, avec, comme vous le voyez sur la diapo qui est présentée à l'écran, un échelon de régulation et de coordination médicale qui est soutenu qui est servi par des outils qui ont été spécialement développés et qui permettent
de gérer les situations de quarantaine, d'avoir une cartographie exacte au jour le jour de la situation des employés sur les plateformes pétrolières, sur les sites et les gens qui seraient comment dire, éligibles pour une hospitalisation, maintenir en quarantaine ceux qui peuvent rester tout simplement en quarantaine ou autoconfinés, et cette application évidemment qui répond à tous les critères et tous les standards de gestion confidentielle des données et de sécurité à plusieurs niveaux, validés évidemment par les services informatiques de nos clients et des opérateurs pétroliers, est parfaitement active. Et ça permet donc aux médecins régulateurs de contrôler, de diriger, de faire un véritable travail de régulation pour ensuite donc cette structure au jour où nous parlons est pleine, les 30 lits sont occupées, elles fonctionnent à plein régime, sous le contrôle bien entendu des autorités locales. Un autre exemple pour qui est celui qui est une application dont on nous a confié la partie régulation médicale également et coordination médicale, qui est une application qui, elle, n'a pas vocation à diriger vers de l'hospitalisation et la prise en charge médicale, mais plutôt faciliter et sécuriser le retour au travail en fonction de, encore une fois, de profils de vulnérabilité déclarés au jour le jour par l'ensemble des employés de l'entreprise. Et là, je vais peut-être laisser passer la main à nos amis de OnePoint pour présenter cette application. Oui, alors, si la technique ne nous trahit pas, François, je vous cède la parole pour effectivement développer un peu plus précisément cette application. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais, pendant que je me présente rapidement, vous partager mon écran. Donc voilà, je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous présenter la solution Copas. Cette solution, excusez-moi, je vais voir si vous voyez bien mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je fais les petits aspects techniques. Oui, je pense que oui. Très bien. Donc voilà, donc la solution Copas, c'est une solution qui est opérationnelle depuis le mois de mai maintenant dans les entreprises qui l'utilisent et qui avait pour vocation d'accompagner le retour sur site de tous les salariés suite au confinement. Alors c'est malheureusement un sujet qui reste encore plus que jamais d'actualité. Et donc cette solution, on l'a développée conjointement avec le Crédit Agricole pour aider les collaborateurs à être sécurisés du mieux possible dans leur présence sur site. Et puis pour les entreprises, leur donner la capacité de compléter leurs dispositifs existants afin d'adapter les conditions de travail individuelles et collectives, et puis également à mieux piloter la présence sur site, l'organisation du travail qui a été chamboulée pour la plupart des entreprises. Et on voit que malheureusement, l'automne qui vient sera également assez mouvementé. Donc voilà, les entreprises se sont désormais bien organisées. La solution Copas est une brique supplémentaire qu'on propose aux clients pour compléter ces dispositifs. Alors, en deux mots, j'ai juste deux, trois planches à vous présenter avant de passer à la démonstration qui est très rapide. Hein. Vous verrez que c'est un questionnaire et une plateforme employeur. Donc, c'est une plateforme numérique qui va, sur la base de déclarations de la part des collaborateurs, un certain nombre d'éléments, leur donner le protocole de travail les plus adaptés à leur situation.
Comment ça se passe? Chaque collaborateur va être amené à renseigner un questionnaire qu'on va voir ensemble, d'une vingtaine de questions. Et à l'issue de ce questionnaire, donc il y a un algorithme qui est interne à Copas, va lui attribuer un niveau de protocole, protocole qui est relié au protocole de chacune des entreprises clients. Donc on sait bien que les protocoles de travail dans une société de services digitaux comme la mienne, ou dans une banque, ou dans une industrie, ou dans la grande distribution, les protocoles de travail ne sont pas du tout les mêmes. L'avantage de Copas, c'est qu'on permet aux clients de faire matcher n'importe quelle typologie de protocole de travail avec son typologie d'activité et le niveau de vulnérabilité des collaborateurs. Donc, les protocoles de travail sont définis par les entreprises. Et donc, il y a un troisième type d'acteurs clés au sein de Copas, après le collaborateur et le RH ou employeur, c'est le corps médical. Que vous verrez que la médecine du travail ou un acteur médical défini avec l'entreprise a également un rôle d'interface et également d'intervention au sein de Copas. Alors très rapidement, vous verrez je vais vous présenter un questionnaire, mais pour vous en dire deux mots, c'est un questionnaire que nous avons bâti avec un comité médico-social. Alors je vais pas vous faire la bio de tous les membres, mais vous voyez que ce sont des gens vraiment spécialisés, urgentistes, virologues, épidémiologistes, etc., qui ont bâti le questionnaire, qui ont bâti aussi les niveaux de vulnérabilité qui sont en lien avec les différents niveaux de réponse et qui ont un rôle, bien sûr, d'adaptation de la connaissance, puisque la connaissance sur ce virus évolue très régulièrement et continue à évoluer. Donc, les questions et la manière de traiter les réponses aux questions évoluent aussi continuellement pour être au plus près de la connaissance actuelle de ce virus. Les collaborateurs de vos entreprises sont amenés à répondre à entre 15 et 20 questions. C'est questionnaire à tiroir, donc en fonction des réponses, on n'a pas forcément toutes les questions, mais en gros 15 à 20 questions qui traitent de 3 thématiques, alors, qui sont des thématiques qui ne vont pas vous surprendre parce que vous en entendez parler depuis le début de la pandémie. Mais voilà, les trois compartiments, une partie sur la situation personnelle, mon environnement personnel, mon âge, ma situation familiale. Est-ce que mes enfants sont dans des structures d'accueil qui sont ouvertes ou pas? On voit qu'il y a pas mal de classes qui recommencent à fermer. Une autre thématique sur l'état de santé. Est-ce que j'ai des facteurs de comorbidité? Est-ce que j'ai des antécédents médicaux? Et puis tout simplement, est-ce que j'ai des symptômes actuellement qui pourraient faire penser que je suis atteint du Covid? Et puis, tout un volet sur mes conditions de travail, donc les risques auxquels je suis exposé dans mes situations de travail. Et donc là, ça fait un peu écho à ce que je vous disais tout à l'heure. En fonction de la typologie d'activité, on n'aura pas du tout le même traitement de ces questions-là. Mais en gros, on va poser des questions sur l'utilisation, les moyens de transport, la caractéristique du poste de travail, la fréquence des réunions, etc. Point important, parce que c'est des questions qu'on a en permanence, c'est vous dire que Copas a été construit, on a intégré très vite la CNIL et les autorités de santé publique dans ce projet, parce qu'on va traiter de données de santé extrêmement sensibles. Et donc, on a fourni à la CNIL tous les éléments qui permettaient d'avoir un avis favorable de leur part. Donc vous verrez que on a des hébergements sur des serveurs certifiés hébergement de données de santé. On a mis en place tous les systèmes de cybersécurité qui permettent de fiabiliser la donnée, de compartimenter les accès aux données. Donc de manière très simple, et on va le voir après, l'employeur n'aura accès qu'à un niveau de vulnérabilité et en aucun cas aux réponses à ces questions. L'acteur médical, donc médecine du travail dans la plupart des cas, aura lui un accès un peu plus important aux réponses. Et donc ça a été un travail qu'on a effectué avec les autorités de santé publique et de la CNIL pour être sûr qu'on réponde bien à toutes les exigences RGPD, etc. Vous avez dit que c'était mis à jour forcément en permanence. Très rapidement, et puis après je passe à la démonstration, principe de fonctionnement. Donc
C'est une web app, donc une plateforme en ligne qui n'est pas hébergée chez les clients. Donc, très peu d'interventions informatiques pour mettre en place. En une dizaine de jours, en 2 semaines, on peut déployer ça chez les clients sans problème. Donc, qui est responsive, donc on peut aussi bien le faire sur ordinateur que sur mobile. Et donc, le collaborateur va répondre au questionnaire qu'on va voir ensemble. La moulinette Copas, si je peux me permettre de parler comme ça, va lui attribuer un niveau de risque. Donc, on a 4 niveaux de risque dans Copas, de manière extrêmement schématique. Niveau 1, je n'ai pas de symptômes, je ne vis pas avec des personnes dites à risque, j'ai la capacité à faire les gestes barrières dans le cadre de mon activité professionnelle, etc. Donc, je suis dit niveau 1. Niveau 2, je ne suis pas à risque, je ne vis pas avec quelqu'un à risque, mais ma situation personnelle ou professionnelle fait que je prends les transports en commun, donc je prends des risques, je suis en contact de clientèle, donc je peux prendre des risques, etc. Niveau 3, je suis moi-même à risque ou je vis avec quelqu'un qui est à risque, donc voilà, maladie cardiovasculaire, hypertension, etc. Et niveau 4, je déclare dans mon questionnaire que j'ai des symptômes ou que j'ai été diagnostiqué Covid. L'entreprise va avoir connaissance de ces 4 niveaux et en fait, le travail préalable qu'on va faire avec vous sur Copas, c'est de vous aider à faire matcher vos protocoles sanitaires qui ont été définis avec ces niveaux Copas. Là, je vous ai pris l'exemple d'une banque. On travaille avec des banques. Ils ont en fait défini 2 types de protocoles parce que ça ne renvoie pas au même niveau de risque pour les collaborateurs. Des protocoles pour des gens qui travaillent au siège et puis des protocoles pour des personnes qui travailleraient en agence. Et là, vous voyez qu'entre les niveaux 2 et les niveaux 3, on peut traiter différemment les situations, qu'on soit au siège ou en agence. Pour certains, on va dire que si je suis moi-même très à risque, en agence, on va me dire que je ne vais pas travailler, donc soit on va me trouver un autre poste, soit on va me dire de télétravailler. En revanche, au siège, si on est dans des situations qui permettent de maintenir des conditions de distanciation, de sécurité sanitaire maximale, je vais pouvoir venir travailler. Donc, la partie niveau Copas, elle est intégrée à la plateforme. En revanche, tout le volet protocole qui va ressortir aussi au travers de Copas, on va faire communiquer aux collaborateurs le protocole que vous avez défini. Dans Copas, elle est vraiment à la main des collaborateurs. Donc voilà, mettons que mon questionnaire m'amène à être niveau 2. À la fin, vous verrez sur mon tableau de bord, on va automatiquement me fournir le protocole de travail qui m'est adapté. Donc, les avantages pour le collaborateur, c'est que ça le sécurise parce qu'il sait qu'il a le protocole le plus adapté à sa situation personnelle en fournissant des informations qu'il n'aurait pas forcément fournies en direct à un manager ou à un RH. Et puis pour les RH, on se rend compte par la pratique que c'est un vrai gain de temps. On n'est pas obligé, ils sont plus obligés de faire le tour des collaborateurs de manière hebdomadaire ou plus régulièrement pour savoir quelle est la situation. Là, ils ont une remontée d'informations automatique. Et puis, ça permet de se focaliser sur les cas critiques. Donc, niveau 3, niveau 4, voilà, en fonction de ce que vous aurez choisi. Donc, c'est aussi un gain de temps et possibilité d'avoir des actions beaucoup plus sur mesure. Le troisième acteur dont je vous ai parlé, c'est le service de santé au travail, qui a aussi un espace dédié. Donc, on a un espace collaborateur, on a un espace dédié pour les RH, et on a un espace dédié pour les services de santé au travail, qui là vont avoir la liste de tous les collaborateurs qui sont dans leur périmètre, avec les niveaux Copas qui sont attribués, et la possibilité d'aller regarder pour quelles raisons le niveau a été attribué. Et si il y a eu un accord ou un rôle défini avec les RH pour que les services de santé au travail aient une action sur telle ou telle typologie de collaborateurs, là aussi, c'est un gain de temps pour avoir des actions ciblées sur, par exemple, les niveaux 4 ou les gens qui reviendraient de maladie pour avoir un passage obligé dans les services de santé au travail. Donc voilà, donc ça leur permet de piloter beaucoup mieux la situation. Dernier point, il y a une mise à jour régulière qui est demandée sur Copas. Alors, il y a 3 raisons. Alors, les entreprises définissent une périodicité. Alors, nous, OnePoint, on est très bons élèves, donc tous les jours, avant de venir sur site, on doit remplir son Copas pour avoir le protocole de travail qui nous correspond. Mais voilà, ça peut être 2 fois par semaine ou toutes les semaines. Deuxièmement, le collaborateur lui-même, si sa situation personnelle change,
j'ai des symptômes, ma voiture tombe en panne, je dois prendre les transports en commun, la classe de mes enfants ferme, je vais être obligé de rester à domicile. Donc, à mon initiative, je peux mettre à jour mon questionnaire. Et puis aussi, je vous l'ai dit, le questionnaire évolue régulièrement. C'est souvent des petits changements, mais quand il y a un changement, on va demander aussi un push pour que le collaborateur vienne mettre à jour. Voilà, pour tenir le timing, si ça vous va, je vais vous montrer directement la plateforme. Voyez-vous toujours mon écran? Oui? Oui, oui, Je pense que oui. Très bien. Alors là, je suis rentré. Je vous ai épargné le login, le mot de passe, mais voilà, donc on est vraiment là sur Internet. Hein, donc il n'y a aucun lien avec l'entreprise, on n'est pas sur un intranet. C'est une plateforme, on crée un environnement dédié à l'entreprise au sein de notre hébergement, mais c'est hébergé chez nous. Et donc là, vous allez retrouver la vingtaine de questions dont je vous ai parlé. On commence par la thématique de l'environnement personnel. Donc là, je vais passer vite parce que ce sont des questions que vous allez trouver très intuitives parce qu'on en parle depuis des mois. Mais voilà, qui ont été construites avec le comité médico-social. Donc là, on va me questionner sur ma tranche d'âge. On va me demander si je suis un homme ou une femme, puisqu'on sait que les hommes seraient plus à risque de faire de formes graves dans l'état actuel de la connaissance. On va me demander si je partage mon foyer avec une autre personne. Si oui, on va me demander quelle est la composition de mon foyer, et notamment si je vis avec des personnes dites fragiles. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de petits détails qui vont permettre de… Hop, je vais sélectionner également ça, de détails qui vous permettent de préciser les points. On va me demander si là où les personnes du foyer ont été diagnostiquées Covid. On va dire que non pour là. On va me demander si j'ai été en contact avec une personne qui a été déclarée Covid. On sait que c'est des situations qu'on a de plus en plus maintenant. Hein. On va tous être amenés à être certainement cas contact dans les mois à venir. Donc là, on va dire qu'il y a moins de 7 jours, j'ai été cas contact de quelqu'un. Ensuite, on rentre dans la partie environnement quotidien. Donc là, c'est plutôt mon environnement de travail. Donc, on va me demander si je suis en télétravail. Donc, on peut dire que je suis partiellement à domicile, partiellement sur le lieu de travail. Est-ce que j'utilise, quel mode de transport j'utilise? Donc, on va dire que je suis en transport en commun ou à pied. On va me questionner sur le temps de déplacement du transport aussi, puisque on sait qu'en fonction du temps de déplacement, on peut être plus ou moins à risque. Donc, on va dire que je mets plus de 20 minutes. On me questionne si j'ai voyagé il y a moins de 2 semaines. On va me questionner aussi sur ma capacité à faire les gestes barrières. Donc là, je me lave très régulièrement les mains. Et maintenant, alors là, étant parisien, je porte le masque systématiquement en dehors. Et puis, on va me demander dans quel espace de travail j'évolue. Donc, on va dire que je suis en open space. Et puis, enfin, on arrive sur la partie santé. Donc, on va tout simplement me demander si j'ai été diagnostiqué Covid-19 par un médecin. Voilà, on va dire que non pour la démonstration. On va me demander si j'ai un certain nombre de symptômes. Et donc là, ce sont les symptômes classiques que vous retrouvez dans la littérature et dans les médias. Donc, on peut dire que j'ai des choses très symptomatiques, perte totale ou partielle d'odorat et de goût, et puis un peu de fièvre. Et que je ressens ces symptômes actuellement. Et puis enfin, on va me demander si j'ai certaines situations comorbidité ou si je suis enceinte pour me mettre dans toutes les conditions de sécurité. On va dire que non. Voilà, j'en ai terminé avec le questionnaire, donc il est très rapide. Alors, pour précision, vos collaborateurs, ils n'auront pas ça à remplir tous les jours, si vous décidez que c'est quotidien. Ils vont simplement remplir les 3 dernières questions de santé. On va conserver les réponses aux questions des autres thématiques pendant 30 jours. Et les questions de santé, elles sont renouvelées, elles sont utilisées directement pour générer le protocole et effacées immédiatement. Donc ça, c'est une volonté de la CNIL qui a dit voilà, il faut effacer les données de santé immédiatement. Donc elles ne servent qu'à générer le protocole et on conserve les autres. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il va falloir ressaisir ces 3 questions avec aussi la possibilité de, si ma situation change, de changer. Donc voilà, donc j'ai généré. Avec les réponses que j'ai apportées, vous vous doutez bien que je suis dans un protocole 4, donc à risque. Donc là, je vais avoir la possibilité de télécharger le protocole que mon entreprise aura défini. Donc là, PDF, pour la démonstration, on a quelque chose de très simple, mais vous avez très certainement tous des protocoles bien définis.
Donc, je peux télécharger directement le protocole qui correspond à mon niveau 4. Et puis, on peut aussi mettre le contact du médecin du travail, si besoin, avoir un accès. Donc là, j'ai des choses pour mettre à jour. Directement mon COPAS, je peux modifier uniquement ma déclaration de santé ou mettre à jour mon COPAS. Je vous montre très rapidement, si j'ai encore le temps, le volet employeur. Donc, alors sachant que la plateforme médecin, il y a aussi une plateforme médecin, mais qui ressemblera beaucoup à la plateforme employeur en plus détaillé. La plateforme employeur, il y a deux parties. Donc, si vous êtes une grande entreprise avec plusieurs sites, plusieurs régions, plusieurs sites, vous avez la possibilité d'avoir un niveau de maille très fin, pour aller jusqu'au site. Donc là, vous voyez, c'est une plateforme de test qu'on avait développée pour un de nos clients, donc la région Île-de-France. Et donc, je vais pouvoir, si je suis DRH de la région Île-de-France, consulter les situations de tous mes sites. Donc là, on en avait mis 2 pour cette plateforme. Et à Paris, on avait identifié 3 lycées, voilà, ce qui étaient les tests. Et au sein de ce lycée, donc bien sûr, il y a une gestion de rôle. Hein, si je suis uniquement dans le lycée Janson de Sailly, je n'aurai accès qu'à ce lycée-là. Je vais pouvoir voir l'intégralité des collaborateurs et leur niveau de protocole uniquement. Donc, on n'a pas accès à autre chose, mais on voit que, voilà, donc moi-même, François Grisoni, j'ai un protocole 4 aujourd'hui. Donc là, je peux me focaliser sur une action auprès de moi-même pour savoir comment je me sens, si je vais être en arrêt de travail, si j'ai réussi à me faire tester, etc. Donc là, on a une vision ligne à ligne, enfin unitaire par collaborateur. Et puis aussi à disposition des tableaux de bord qui vont permettre de suivre l'évolution des protocoles sur le temps, tout au long du temps, pour voir si le lycée Janson de Sailly, il y a un rebond des K4, on peut se dire qu'on est en train d'avoir un cluster à cet endroit-là, ou en revanche, si on est toujours sur des situations stabilisées, on peut peut-être le prendre comme modèle. Et vous avez bien sûr la possibilité de faire un export, parce qu'on sait que chacun aime bien avoir son petit tableau personnalisé de pilotage. Vous pouvez télécharger toutes ces données pour les intégrer dans vos tableaux de bord de pilotage. Voilà, donc je pense que je suis arrivé un peu au bout du timing. Il y aurait bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions complémentaires. Et j'espère avoir été assez clair. Merci beaucoup, François. C'était très clair, effectivement, et on voit bien tout l'intérêt que cette application représente pour la gestion de la main-d'œuvre globale de l'entreprise et son équilibre entre le retour sur site, le télétravail, etc. etc. Donc, merci beaucoup. Je terminerai en revenant vers vous, Dr Galzo, et en vous invitant à vous projeter et à nous décrire, si vous voulez bien, les grandes tendances qui, à votre sens et avec votre recul, pourraient caractériser dans les années qui viennent l'évolution de votre activité. Je vais, comment dire, saisir cette opportunité pour parler un petit peu des voyageurs d'affaires, parce que là, c'est pas l'avenir lointain, mais c'est l'avenir immédiat, c'est même le présent. Nous avons été sollicités par la Direction générale de l'aviation civile, les compagnies aériennes, les autorités de santé, les autorités préfectorales, pour permettre une meilleure fluidité du trafic aérien et un retour sur le lieu de travail pour les collaborateurs d'entreprise dont c'est le cas. Et c'est une initiative qui a démarré au mois de mai dernier avec la certification d'un corridor sanitaire, tout d'abord entre la France et la Réunion. La Réunion a des capacités d'hébergement qui sont extrêmement limitées et contrainte par des mesures de quarantaine, de quatorzaine plutôt, qui s'imposaient à tous, et les avions étaient restés au sol. Donc il y avait un besoin critique de reprendre une activité aérienne normale, et nous avons été associés à la conduite de 2 vols tests pour 2 pavillons français, et nous avons délégué à bord l'un de nos médecins experts, consultants, qui a pu
vérifier par lui-même. Donc c'était une intervention totalement indépendante, vérifier par lui-même l'application des prescriptions qui avaient été dictées à la fois par les constructeurs d'avions, par les autorités sanitaires et par la compagnie aérienne, visant à, encore une fois, sécuriser point à point le transfert d'un passager et limiter au maximum l'importation de cas de Covid à La Réunion. Ça a été une opération couronnée de succès. L'enjeu était en testant le personnel au départ, en testant les voyageurs au départ, en vérifiant l'incidence des cas par rapport à la reprise d'un trafic aérien normal sur La Réunion, de permettre de lever à terme les mesures de quarantaine. C'est ce qui a été fait. Et donc, nous sommes impliqués dans un système maintenant de vérification du statut au regard des tests PCR des passagers au départ. Co-développé, enfin le groupe international SOS a co-développé une application également sous forme selon un principe de blockchain, qui permet, à partir d'un certain nombre de laboratoires d'analyse qui ont été identifiés par notre réseau dans le monde entier, de certifier et de charger le résultat d'un test PCR qui a été réalisé en temps utile, avec l'attribution encore une fois, d'un QR code qui sera, qui est un espèce de message, je dirais, de type espéranto. Donc, on n'a pas de certificat édicté par des laboratoires dans des langages différents, pliés dans la poche, qu'il faut déployer au moment des contrôles, des check-in et tout ça. On a quelque chose qui a été développé à la fois qui est une initiative de l'Union internationale des chambres de commerce, internationaliste bien entendu, international SOS, nos confrères et médecins et informaticiens qui ont développé eux-mêmes l'application, et un institut de certification qui est SGS, qui est connu de tous. Voilà. Donc cette application AOCAPAS est actuellement en cours de test. Etihad est en train de l'adopter sur certaines de ses lignes. Voilà, encore une fois pour fluidifier le trafic. Nous sommes en discussion actuellement avec Air France, avec Air Austral, d'autres compagnies aériennes sur les Caraïbes, mais également Air Calin pour permettre encore une fois de faciliter le transit, avoir un mécanisme de certification. Corridor sanitaire veut dire certification de la sécurité d'un passage point à point d'un passager, pardon, il n'y a pas de lapsus gratuit, d'un passager depuis son origine jusqu'à sa destination. Voilà, donc ça, il me paraissait important de vous en parler parce que c'est et au moment où je vous parle, nous sommes en train de piloter heure par heure le transit de passagers qui arrivent d'Afrique et qui repartent vers l'océan Indien pour des raisons professionnelles, pour rejoindre leur poste. Qu'il a fallu intercepter à Paris pour retester à Paris parce que, là encore une fois, on est confronté à des environnements réglementaires qui sont mouvants et qui sont du domaine du domaine régalien d'États souverains. Donc, sachez que, au regard des autorités des Seychelles Santé publique, la France est rouge écarlate aujourd'hui, et donc on exige que ces tests soient faits au moment de l'escale au départ de Paris. Voilà. Donc on a actuellement des passagers qui nous sont confiés et qu'on suit d'heure en heure jusqu'à leur acheminement à leur destination finale. Voilà donc pour AOCAPAS. N'hésitez pas, je sais que c'est un petit peu court, un peu dense, mais n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour toute question et précision sur ce type d'initiative. Voilà. Puisqu'on est dans la technologie également, et merci pour cette question, Christophe. Voilà, on est à l'ère maintenant de l'industrie 4.0, des capteurs, des machines qui apprennent toutes seules,
Et on utilise bien entendu cette nouvelle technologie maintenant dans le cadre de nos activités routinières. Je pense par exemple aux évacuations sanitaires. Nous déployons des outils et des solutions que nous proposons maintenant de façon systématique, des solutions embarquées de monitoring de nos patients et je dirais, et de télésanté, avec encore une fois, alors télésanté, ça regroupe la télémédecine, la téléexpertise, la téléconsultation, le télédiagnostic, bien entendu. Tout ça, ça veut dire une seule chose, c'est amener finalement l'expertise au plus proche du malade. Que demande le malade? Que demandons-nous tous en définitive? C'est lorsque ça ne va pas bien, c'est une orientation diagnostique la plus rapide possible, une orientation thérapeutique possible et si possible définitive. Voilà. Et donc toutes ces nouvelles technologies liées à la télésanté qu'on est en train de s'approprier et qu'on déploie visent à une seule chose, c'est dans l'écosystème extra-hospitalier dans lequel nous intervenons, permettre encore une fois une accélération de la prise en charge et de l'ensemble de nos patients. Et ça, dans notre activité d'évacuation, de rapatriement sanitaire, d'assistance, c'est absolument indispensable. Donc nous sommes à la page, nous avons des équipes qui assurent la veille technologique et nous adossons à des groupes comme pour COPAS à des partenaires qui développent pour nous et ajustent et transposent des solutions qui sont immédiatement utilisables. Voilà, c'est important. Deuxième chose sur l'évolution de nos métiers, depuis ce qu'on appellera la jurisprudence Karachi et avec l'extension maintenant et le renforcement des exigences en matière de devoir de vigilance des entreprises, on interviendra de plus en plus et on sera de plus en plus partie prenante dans la définition et le développement des plans de vigilance, quel que soit le site de travail. Alors c'est vrai que exposés sur des zones, dans des pays émergents, dans lesquels les ressources médicales sont extrêmement rares. Pour nous, la ressource médicale, c'est quelque chose de précieux. Le temps médecin est précieux. Le temps infirmier est précieux parce que nous sommes loin de tout. Là, encore une fois, et donc nous mettons en place une espèce d'écosystème, encore une fois, dans lequel nous avons une utilisation raisonnée, encore une fois, de ces ressources limitées. Et tout ça peut être transposé en situation de crise, en situation d'urgence, bien entendu, dans l'Hexagone et en métropole. Ce qui définit une situation de crise, c'est bien souvent, en tout cas pour les médecins et la médecine de catastrophe, mes confrères qui participent à l'événement aujourd'hui le savent bien, une situation de catastrophe, c'est une situation dans laquelle on fait face à un décalage entre les ressources disponibles pour l'intervention et l'urgence réelle de la situation. Voilà. Et donc je dirais que nous gérons la pénurie en permanence sur des sites éloignés, dans des zones mouvantes, des environnements instables, et tout ça nous arme et nous donne des outils pour répondre à des situations d'exception sur l'Hexagone. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce point particulier. Merci docteur et merci François. Si on veut rester dans le format d'une heure, je prends en compte les questions que nous avons reçues, qui sont déjà assez nombreuses, et je vous demanderai peut-être des réponses très, très rapides. Première question, docteur, vous avez parlé de télésanté. Qu'en est-il de la téléconsultation, sur laquelle on entend un peu tout et son contraire, notamment en matière de conformité par rapport à l'exercice de la médecine? Pouvez-vous nous dire où AEMC et International SOS en sont, s'il vous plaît? Écoutez, une téléconsultation, c'est un acte médical. L'activité médicale, que ce soit en France ou que ce soit où qu'on soit dans le monde, est une profession
qui est hautement réglementé, bien entendu. Donc, on ne peut pas concevoir de déploiement de solutions de téléconsultation sans autorisation et sans licence et sans conformité à un cadre normatif bien précis. Eh bien, International SOS c'est l'occasion de rappeler qu'International SOS a largement participé à la définition de la norme de qualité en matière de télésanté. Nous avions été associés très tôt et nous avons été l'un des premiers organismes internationaux à être certifiés pour l'ensemble des services qui tournent autour de la télésanté. Voilà. Et nous sommes, je pense aujourd'hui, mais je parle sous le contrôle de mes confrères collègues chez International SOS qui pilotent ces initiatives. Nous travaillons déjà dans une vingtaine de pays, 22 me semble-t-il, dans le cadre de compétences qui nous sont maintenant reconnues par les tutelles et les administrations locales. Voilà, donc nous déployons maintenant des solutions de téléconsultation. Alors téléconsultation, télésanté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'agit encore une fois d'orienter rapidement le diagnostic, d'avoir des orientations thérapeutiques précises, de rapprocher d'amener l'expertise au lit du patient pratiquement et d'accélérer. C'est un fantastique accélérateur de prise en charge. C'est bien entendu l'avenir. Donc on est très présent dans ce domaine et là encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous exposer plus complètement les ressources que nous pourrons mettre à votre disposition. Ah, Christophe, je n'entends plus, je ne sais pas si… Pardon, j'étais en mute. Deuxième question sur AOK Pass. Quel est le temps de réponse au test et se pratique-t-il à l'aéroport? Alors, voilà, je vous donnais l'exemple de ce matin, c'est toujours bien de parler du concret. C'est une performance, mais ça ne doit pas être non plus, ça ne peut pas être la règle. Le travail a été préparé. Nous avons réussi à obtenir des tests sur Roissy-Charles de Gaulle en 2 heures entre le moment du prélèvement à l'arrivée des passagers de l'avion en transit. Ils ont été prélevés à 7h30 du matin. À 10h30, nous avions le résultat des tests. Nous sommes actuellement en train d'expédier les résultats des tests conformes aux autorités de santé publique du pays d'accueil, du pays de destination finale, les Seychelles en l'occurrence, et nous attendons le visa du ministère de la Santé au vu des certificats qui ont été envoyés pour obtenir la clearance à l'embarquement. Et la compagnie Emirates n'embarquera pas nos passagers en transit tant que elle n'aura pas reçu le numéro de code et d'accréditation des autorités de santé publique du pays d'accueil. Voilà, mais je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est extrêmement complexe. On est dans une situation extrêmement favorable compte tenu d'accords privilégiés que nous avons pu passer avec un laboratoire local, autorisé par la tutelle à intervenir sur la plateforme aéroportuaire, parce que ça c'est autre chose en plus, il n'est pas question de faire n'importe quoi. Nous n'utilisons des machines et des dispositifs qu'à partir du moment où ils sont reconnus et autorisés par le centre, par le CNR, le Centre national de référence, qui regroupe des instituts Pasteur, d'autres instituts de recherche et de référence. Donc on entend beaucoup de choses actuellement sur des tests plus rapides, salivaires, etc. Mais comprenez bien qu'on est les autorités des pays d'accueil, en tout cas pour les passagers en transit, ne jugeront recevables et acceptables et on ne pourra leur opposer que des résultats qui sont garantis également et certifiés par les autorités françaises. Voilà. Donc on attend avec impatience nous aussi l'arrivée de nouvelles solutions plus rapides, plus faciles à mettre en œuvre. Mais là, c'est vraiment tester des passagers en transit en 2 heures et être capable d'envoyer les résultats, c'est réellement une performance. C'est compliqué. Ça demande en tout cas un engagement maximum, un suivi vraiment lourd et continu de nos équipes.
Très bien, merci. Écoutez, on arrive au terme de cette heure, donc malheureusement, je ne peux pas vous poser toutes les questions que nous avons reçues. Je ne peux qu'orienter nos invités vers les adresses que vous trouvez sur la dernière diapositive, qui est à l'écran, je suppose, en particulier l'adresse de Pierre Galzo. Par exemple, sur la question, nous n'avons pas de direction médicale. Comment bien articuler une démarche de co-ingénierie pour le support médical de nos projets? C'est typiquement, je pense, le genre de questions auxquelles Pierre Galzo se fera un plaisir de vous répondre. Je vous signale également notre site internationalsos.fr, plus les en français depuis quelques semaines. Il est assez convivial, même très convivial, explicite. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Et puis, bien sûr, à prendre contact avec François Grisoni, dont on mettra les coordonnées sur le compte-rendu de ce webinaire, de façon à vous renseigner plus intensément sur l'application Copas. Merci à tous les deux de nous avoir accordé cette heure d'entretien. Je vous sais très occupés en ce moment. Donc, au nom de tous les participants, soyez-en remerciés et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Et merci pour votre attention.